Je vais appeler maintenant Luc Poyer, qui est président de Uniper France. Donc Luc, vous allez nous expliquer comment un grand groupe comme Uniper innove sur l'ensemble de sa chaîne de valeur. Merci beaucoup. Donc il y a quelques slides pour colorer mon propos. L'innovation, c'est bien un facteur paradoxal dans la transition énergétique. Il y a des enthousiastes, on les a entendus aujourd'hui. Il y a derrière Jeremy Rifkin toute une thèse selon laquelle nous vivons une troisième révolution industrielle, je n'y reviens pas, autour de la génération décentralisée, du renouvelable, du déploiement de l'hydrogène, des smart grids, de la mobilité. Mais il y a aussi des sceptiques qu'il faut connaître. Il y a par exemple, ce sont les sirènes de la Silicon Valley, quelqu'un comme Peter Thiel, le cofondateur de PayPal, dont l'antienne, et quand il démarre des présentations comme celle-ci, et nous voulions des voitures volantes et nous avons eu 140 caractères. Donc je ne vais pas clore le débat aujourd'hui, je suis plutôt du côté je ne sais pas si des enthousiastes, mais en tout cas il y a un débat et il ne faut pas être naïf, il faut reconnaître que cette fameuse innovation de rupture qu'on a peut-être vue dans les nouvelles technologies, on ne la voit pas de façon évidente, en tout cas dans l'industrie, quand on est dans le point de vue industriel, je vais y revenir, dans notre secteur. Quelle est l'énergie renouvelable qui va supplanter le fossile ou le nucléaire ? Plutôt un bouquet de solutions, on est tous d'accord. Est-ce qu'on va avoir un nouveau vecteur énergétique à côté de l'électricité ? Combien de temps va-t-il venir ? L'hydrogène, on espère, mais ça va prendre du temps. Est-ce que le stockage est prêt ? Est-ce qu'il y a des solutions nouvelles économiques ? On se heurte à des problèmes de rythme, à des problèmes de modèle économique, d'investissement. Alors, je ne vais pas clore le débat, je vais juste essayer de vous montrer face à ce foisonnement, ce foisonnement, où en est et comment évolue un modeste acteur qui est Uniper, qui est à la fois un acteur nouveau et un acteur et un petit problème de couleur, justement, mais je vous promets que derrière, c'est l'hexagone qu'on devrait voir, à moins que ce soit... Vous ne le voyez pas non plus, hein, mais je vous promets que dans le cercle, il y a un hexagone. Voilà, donc c'est pas la première fois que des petites surprises comme ça, mais normalement ça égaye la présentation, ça oblige à plus d'attention à la fois du débatteur et de l'auditoire. Donc nous sommes sur le plan européen comme groupe, la scission du groupe E.ON. Donc E.ON, c'est un grand énergéticien allemand qui, touché par la sortie du nucléaire en 2011, s'est posé la question, peut-être un peu plus tôt que d'autres, de sa stratégie. Donc un acteur intégré, et il a décidé en 2014 de prendre le taureau par les cornes et de se scinder en deux. Et Uniper est la partie conventionnelle et de négoce de cet ensemble qui existait initialement. La réflexion stratégique qu'on retrouve dans d'autres groupes consiste à dire qu'il existe deux mondes, un monde nouveau décentralisé, essentiellement décentralisé à la fois du point de vue de la production et de la consommation, et un monde que nous ne qualifions pas d'ancien, que nous qualifions de conventionnel, et que face aux demandes, en tout cas dans les marchés, surtout dans les marchés émergents, mais en Europe aussi dans une certaine mesure, le système qui va voir le jour, en tout cas dans un premier temps, c'est un système hybride, à la fois avec un monde conventionnel et un monde décentralisé. À la fois, donc la question qui se pose quand même pour tous ces acteurs, on est face à un modèle économique qu'il faut bien se représenter. Le modèle de l'acteur intégré, il a été inventé par M. Rockefeller à la fin du 19e siècle et il a été longtemps indépassable pour les fossiles. Et pour l'électricité, c'était M. Edison qui a fait d'autres choses. Et les deux sociétés existent toujours. Il y en a une qui s'appelle ExxonMobil et l'autre qui s'appelle General Electric. Elles vivent encore et elles sont tout à fait prospères. À l'inverse, vous avez une société comme Kodak qui avait été née à la même époque et qui a disparu en 2012. Donc le modèle doit être transformé, mais il n'est pas évident de voir comment l'innovation touche ces deux modèles. En tout cas, nous, on est convaincus aussi que l'innovation n'est pas l'apanage du nouveau monde, mais qu'il faut absolument l'introduire dans ce monde conventionnel. En France, qui sommes-nous ? Donc là, on a, autant du point de vue groupe, on est un tout jeune bébé, on a moins d'un an.
Et du point de vue français, nous sommes là, on remonte peut-être pas à la préhistoire et à la paléoanthropologie, mais on est les héritiers, au moins à la Deuxième Guerre mondiale et aux 30 Glorieuses, nous sommes les héritiers d'une certaine façon de charbonnage de France. Donc je vous rappelle, fondée, nationalisation et un des vecteurs du développement économique de la France des 30 Glorieuses, avec un déclin qui commence dès les années 60, et une France qui sort du charbon au sens extraction en 2004, 14 ans avant l'Allemagne, et qui en 1995 décide de regrouper ses actifs électriques dans les actifs électriques de charbonnage de France, donc ce qui explique notre présence sur les bassins miniers, dans une entreprise qui est aujourd'hui Uniper France. Donc là aussi, on a pris le taureau par les cornes, si je puis dire, et là depuis longtemps. Et l'activité traditionnelle que nous voyons, qui était de production conventionnelle de charbon, s'est enrichie au fil des ans. D'abord, au cours des années 2000, par une activité de commercialisation. On a été les premiers à commercialiser du gaz à des grands clients industriels. On a entendu parler de la libéralisation en 2000, donc c'était cette année-là que nous avons vendu. Nous sommes développés auprès des clients professionnels. Et puis nous avons pris ce mix énergétique qui était 100% charbon, et par étapes et par des investissements extrêmement lourds, plus d'1 milliard d'euros dans les 7 dernières années, nous sommes passés d'un mix qui était 100% charbon à un mix qui est aujourd'hui moitié charbon, moitié renouvelable et gaz, et qui à l'horizon 2025 ne sera plus que gaz et renouvelable. Alors je vais vous donner des exemples parce que concret de ce que ça donne, ce qu'on appelle l'aval et l'amont. Donc en aval, voilà, en aval, c'est-à-dire en aval pas du compteur, mais du réseau de distribution. Michel fait attention à ce que je vais dire. Il y a donc trois moteurs, je pense qu'il est intéressant de souligner, un peu comme M. Jourdain on fait la transition énergétique, comme lui faisait de la prose. J'ai entendu ce matin, qu'est-ce qui a changé depuis COP21 ? Moi, j'ai un exemple concret à vous donner. Avant COP21, on vendait 1-2% de nos offres, étaient des offres vertes. Donc les gens sont prêts, les clients industriels sont prêts, il y a un consentement à payer pour 1 ou 2% des acteurs sont prêts à payer quelques euros de plus leur électricité pour garantir qu'elle vient, à travers un mécanisme de garantie d'origine, qu'elle vient de producteurs de renouvelables. Avec COP21, donc on s'est nous-mêmes un peu mobilisés au niveau des équipes de vente. On s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose. Donc ce qui était en option, on l'a présenté en offre standard. Et aujourd'hui, on a près du tiers de ce qu'on appelle nos prospects qui prennent cette offre verte. Alors c'est pas 100%, mais c'est déjà un changement notable et concret. On pourrait, si on peut poursuivre après cette présentation pour ceux que ça intéresse. Moi, j'ai un vrai sujet autour de ça. Comment on augmente ce consentement à payer du consommateur pour sortir de ce qu'a dit Michel, c'est-à-dire toujours des régimes subventionnés. Deuxième exemple, l'efficacité énergétique et la valorisation de flexibilité. Donc nous, on ne vend plus seulement des commodités, gaz, électricité, on vend des services, mais on n'a pas l'ambition d'être capable d'offrir le meilleur bouquet de services. Donc nous avons des partenaires qui nous aident à fournir ces services qui sont des services de diagnostic, de mesure des consommations, de financement à travers les certificats d'économie d'énergie. Et là, je pense que c'est un autre bon exemple de la transition énergétique, d'association entre groupes et, on peut appeler les licornes ou les gazelles, qui viennent augmenter cet écosystème et s'enrichir mutuellement. Et ça, je pense que c'est très important. Et je me réjouis d'ailleurs que dans ce séminaire, il y ait beaucoup de ces partenaires qui sont avec nous. Du point de vue du consommateur, de nos clients, c'est important parce qu'on en fait ce que Myriam appelle des consommateurs. On est bien, l'efficacité énergétique permet, et la flexibilité, donc qui est la valorisation, la capacité du consommateur, du client à augmenter ou à baisser sa consommation et qui est rémunéré. Tout ça fait que le client change et devient lui-même un acteur. Troisième enjeu au niveau de l'aval, la mobilité, ça a été souligné ce matin par le député, les transports. C'est 35% des émissions à gaz à effet de serre en France. Le charbon, qui est souvent le bouc émissaire, haro sur le charbon, ne représente que 1 ou 2%. Donc l'enjeu n'est pas tout à fait le même. Alors là, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, nous structurons une offre pour distribuer du gaz naturel sous forme de gaz naturel liquéfié à justement des transporteurs routiers. Ça, c'était l'aval. Maintenant, l'amont.
l'amont, c'est-à-dire tout ce qui est la production. Donc là, il y a je ne sais pas si c'est des technologies de rupture, mais il y a des vraies ruptures. Il y a notamment, donc, ce que j'ai dit, l'évolution de ce mix énergétique, cet investissement. Alors, on a investi dans le solaire, l'éolien, et on n'est pas les seuls, j'ai pas grand-chose. Ce n'est pas innovant au sens singulier du terme, beaucoup d'autres l'ont fait. Ce qui est un peu plus nouveau, c'est le fait qu'on a converti une centrale charbon à la biomasse en Provence, avec un double enjeu d'indépendance énergétique pour cette région qui est en déficit et de gestion durable de la forêt, de structuration d'une filière bois. Il y a aussi la valorisation de la production d'énergie renouvelable avec un nouveau métier qui est l'agrégation. Donc nous agrégeons, nous allons commencer à le faire en 2012 avec les petits producteurs hydro. Nous allons agréger maintenant les nouveaux producteurs de renouvelables, donc qui n'auront plus ces tarifs de rachat à la CSPE, mais qui vont aller sur le marché. Dernier sujet sur l'amont, mais il y aura une bien meilleure présentation par le président de McPhy dans quelques instants sur la technologie Power to Gas, mais pour montrer que des acteurs traditionnels s'y intéressent de près. Là aussi, on n'est pas les seuls, mais depuis 2013, on a un exemple d'utilisation de l'électricité produite à partir de renouvelables intermittents pour le transformer en hydrogène qui vient décarboner le gaz naturel. La leçon de tout ça, c'est que ce mix, je passe, voilà, la solution, il n'y a pas de martingale, mais il y a une condition absolue pour que tout ça fonctionne, ce système hybride, c'est que tous les acteurs mettent de la flexibilité dans le système. Alors, ça paraît abstrait. Exemple de flexibilité, c'est que maintenant, nous, entre cet amont et cet aval, on a un centre de dispatch et qui traditionnellement était quelque chose de très technique, qui équilibre l'amont et l'aval, justement, et que ce dispatch, maintenant, on le met au service des consommateurs, à la fois s'ils sont des clients qui consomment ou des producteurs. Voilà. Je m'arrête là, et tout ça pour vous dire que donc, dans ce Jurassic Park des acteurs traditionnels, il y a quelques licornes, et on compte bien en être. Merci beaucoup.